Voilà, nous allons à Moscou. D'abord retrouver Paul Gogo en direct pour BFM TV parce que l'image du jour vient de la capitale russe. Paul, Poutine est revenu sur les écrans, mais pas un mot sur la crise avec Prigojine. Oui, exactement. Vladimir Poutine a visiblement senti qu'il devait se montrer que tout est sous contrôle. Avec une petite question, ce genre de question qu'on se pose souvent en Russie. D'où viennent ces images? Vous savez, il y a une expression en Russie, on appelle ça des conserves. Ce sont des images, des reportages qui sont mis en conserve, qui sont tournés à l'avance et qu'on peut ensuite diffuser en cas de besoin si le président ou des ministres veulent disparaître pendant quelques jours, ce qui peut arriver en Russie. On a eu la même sensation ce midi avec les images qui montraient Sergueï Shoïgu dans le Donbass, qui sont des images assez étonnantes, inhabituelles et généralement filmées d'une façon un peu bizarre avec des montages assez étranges. Donc on a cette sensation que pour l'instant tout le monde est très occupé, qu'il y a encore une crise qui est réglée en privé et qu'il n'est pas encore temps de communiquer, mais que toutes ces personnes ont quand même besoin de montrer que tout va bien, que tout est sous contrôle. Vous allez certainement en parler dans les minutes qui viennent, mais Evgeny Prigojine, par ailleurs, lui, vient de sortir du silence. Donc, il vient de publier un son de plusieurs minutes. Et de ce que je sais pour l'instant, parce que je n'ai pas pu écouter ce son qui vient de sortir, c'est que dans ce son, je me permets de vous le préciser, il annonce qu'il lui a été demandé de cesser les activités de Wagner au 1er juillet. Voilà, Paul Gogo en direct de Moscou pour BFM TV. Alors effectivement, Thierry Arnaud, bonsoir. La dernière minute, c'est donc cette déclaration de 11 minutes d'Evgeny Prigojine qui parle pour la première fois depuis la fin de sa rébellion. Il déclare notamment, selon les premières informations que nous avons, et on est en train de décrypter ce message de 11 minutes, que son groupe paramilitaire Wagner devait cesser d'exister le 1er juillet. Il dit d'ailleurs que son objectif n'était pas de renverser le pouvoir russe, il ne s'agissait pas donc d'un coup d'État. Oui, donc il confirme que c'était une grosse opération de bluff, parce que lorsqu'il lance cette opération, il explique quand même, je reprends les mots de sa déclaration, qu'il va libérer le pays de la corruption, du mensonge et de la bureaucratie. Donc si ça s'appelle pas vouloir renverser le régime, je ne sais pas à quelle définition il faudrait se rendre. L'intention qu'il énonce est assez claire. Sa véritable intention, c'était sans doute effectivement d'essayer sous une forme ou sous une autre de sauver Wagner, dont il avait bien compris que sous sa forme actuelle, cette armée privée, elle était condamnée. Rappelons le fil des événements de ce point de vue. Le 10 juin, le gouvernement russe publie une déclaration, un décret pour dire que toutes les compagnies militaires privées, à commencer naturellement par Wagner, devront au 1er juillet passer sous la tutelle de l'armée régulière. Prigojine, depuis le début, il a essayé de jouer l'armée régulière contre Poutine. Il n'a jamais attaqué le président lui-même. Il a dénoncé l'incompétence, il a régulièrement injurié même le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Alors là, que se passe-t-il? Le 10 juin, ce décret est publié. Quelques jours après, on voit Vladimir Poutine devant la presse, devant des blogueurs et devant quelques journalistes, dire que ce décret, il l'assume et qu'il faut l'appliquer le plus rapidement possible. Et à partir de ce moment-là, les choses sont claires. Ça veut dire Poutine a lâché Prigojine. Et pourquoi il était important d'intégrer ces groupes militaires privés à l'armée russe? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un bras de fer, on l'a bien compris, Olivier, depuis le début de ce conflit entre cette armée Wagner et l'armée régulière. Ce bras de fer, il a été toléré tant que du point de vue du Kremlin, finalement, Wagner avait plus d'avantages que d'inconvénients. C'était utile de les avoir, d'avoir cette milice qui faisait le sale boulot, et sale boulot, c'est le moins qu'on puisse dire, en particulier du côté de Bakhmout. Mais à partir du moment où le sale boulot était fait et que l'agitation de Prigojine en permanence apportait plus de perturbations que d'avantages, finalement, il fallait passer à autre chose. Et c'est à ce moment-là que l'armée régulière gagne ce bras de fer et que Poutine, finalement, contrairement à ce qu'il a fait depuis le début de la guerre, choisit son camp. Et il choisit le camp de l'armée régulière, d'où ce qui s'est passé ces derniers jours. Pierre Laurin, lorsque Yevgeny Prigojine, selon les premiers éléments de sa déclaration que l'on a dit, mon intention n'était pas de renverser le pouvoir russe. Là, il est en Biélorussie. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de donner des gages et dire, allez, on se calme,
et puis on va se remettre à discuter aussi. Certainement. Je voulais revenir un peu sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'une des raisons de l'incorporation des sociétés militaires privées à l'intérieur de l'armée régulière, c'est parce que précédemment, ces sociétés fonctionnaient à l'extérieur de la Fédération de Russie, dans le Donbass, qui ne faisait pas partie de la Fédération de Russie. Maintenant, ces 4 régions ayant été annexées, c'est l'armée régulière qui doit fonctionner dans le pays et non pas des sociétés militaires, donc il fallait les intégrer. C'était ça la raison essentiellement juridique et en même temps, effectivement, faire en sorte que la montée en puissance de Prigojine s'arrête. Et ça, les deux ont été réussis au prix d'un psychodrame dramatique pour tout le monde, mais ça a été réussi. Et en ce qui concerne... Sa déclaration, là. Ce qu'il dit, mon objectif n'était pas de renverser le pouvoir russe. Bon, vraisemblablement, ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était d'avoir la peau de Sergei Shoigu imposer et de Valéry Gerasimov. C'était vraiment... il ne pouvait pas prendre... C'est-à-dire le ministre de la Défense et l'homme de l'opération spéciale, d'accord. Le ministre de la Défense qui est réapparu également aujourd'hui dans une vidéo qu'on n'avait pas vue, Shoigu. Shoigu n'a pas été désavoué. Donc il est toujours là, lui aussi. Toujours à sa place. Caroline Didier, donc on est 2 jours après la rébellion. Tout le monde parle, enfin, Vladimir Poutine, Shoigu, mais aussi, bien sûr, celui qui a été l'homme du week-end, le chef de Wagner, qui nous dit, Prigojine, je ne voulais pas faire de coup d'État, et de toute manière, Wagner devait disparaître au 1er juillet. Donc, en fait, c'est retour à la normale ? Il y a une vraie déstabilisation du pouvoir, il y a des têtes qui vont tomber. Pour des chefs mafieux, on ne peut pas laisser faire, c'est pas possible. Et en termes il y avait une déstabilisation de la Russie avec la guerre en Ukraine et une accumulation d'échecs. Maintenant, il y a une vraie déstabilisation à l'intérieur de la Russie qui existe de par leur fait. Et les échecs s'accumulent. Là, Prigojine a créé une humiliation internationale pour Vladimir Poutine. Et vous imaginez le retentissement en Afrique avec les chefs d'État qui font confiance à la milice Wagner et qui se disent « Attendez, je vais avoir une rébellion de la milice Wagner » alors qu'ils sont grassement payés et ils se Wagner servent qui a dit que ça ne changeait rien justement pour ses interventions en Afrique, qu'elle continuait. Là, il a décrédibilisé le gouvernement de Vladimir Poutine. Il a décrédibilisé aussi l'armée de Vladimir Poutine. Il a décrédibilisé les services secrets de Vladimir Poutine. Est-ce que Poutine va vouloir se venger contre Prigojine ? Imaginez un chef mafieux laissant faire. Est-ce qu'on assiste à un tournant ? Écoutez, je crois d'abord que la chronologie a son importance. Ce que dit Prigojine maintenant, c'est évidemment ce qui a été négocié avec Loukachenko. Donc, s'il dit que tout va bien, que son unité sera réintégrée, il dit ce qu'on lui a dicté. Sinon, il n'aurait pas accepté de faire volte-face comme ça a été le cas samedi. Et qu'il risque sa peau aussi. Absolument. L'autre élément, c'est qu'il y a eu une déclaration importante, c'est celle de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui lui a confirmé que Wagner, sous sa forme mercenariat en Afrique, allait continuer. Donc il y aura toujours un groupe Wagner dont les opérations seraient en Afrique, peut-être demain sur d'autres continents. Et quant à la partie, disons, ukrainienne de Wagner, c'est une chose de dire... il faut les réintégrer ou ils vont se réintégrer et de le faire. Il y a combien d'hommes ? Et il y a à peu près 25 000 hommes et des hommes dont on a pu voir samedi qu'ils étaient populaires, en tout cas semble-t-il auprès de la population de Rostov-sur-le-Don, ce qui les a sans doute galvanisés et leur expliquer maintenant qu'ils vont devoir intégrer des unités avec d'autres officiers, avec d'autres allégeances et peut-être avec pas les mêmes munitions et d'autres problèmes. Je pense que de ce point de vue-là, ça ne va pas être simple. Ça ne se règle pas d'un trait de plume sur un papier. Les armes et les munitions sont standardisées dans l'armée russe et y compris dans les compagnies, les sociétés militaires privées. D'autre part, je ne pense pas qu'il soit question pour l'état-major russe de séparer les combattants de Wagner. Ce sont des unités qui fonctionnent très bien, qui ont un esprit de corps, qui ont une unité, et les séparer, les dissoudre dans l'ensemble de l'armée régulière, ce serait nettement contre-productif. D'autant plus que les combats de Bakhmout ont montré que Wagner était capable d'agir en concorde avec les unités de l'armée régulière qui les soutenaient, en particulier l'artillerie, mais également l'aviation. Donc il n'y a pas réellement de raison
que les unités de Wagner, qui n'atteignent pas tout de même 25 000 hommes, elles sont un peu moins, mais soient séparées ou divisées. Elles auront un commandement, certainement le même, mais au-dessus, il y aura un autre commandement qui sera, lui, d'un chef de l'armée régulière. Mais que se passe-t-il en ce moment en Biélorussie, alors, entre Loukachenko et Prigojine? Parce que là, on se disait, il va être peut-être silencieux pendant un moment. Là, il parle. Alors, justement, il y a un nouveau camp qui se monte un nouveau en Biélorussie. Alors attendez, parce que peu à peu, on a le verbatim de cette vidéo et cette nouvelle déclaration de Prigojine qui dit « L'objectif de cette révolte était de sauver Wagner, pas de renverser le pouvoir russe ». Et oui, puisque Wagner va être dissous. C'est assez crédible, effectivement. Voilà, je pense qu'il a fait un énorme coup de bluff. Il a menacé le régime, parce que quand on prend une caserne et quand on fait avancer une colonne de blindés sur plusieurs centaines de kilomètres, c'est pas un message amical qu'on est prêt à discuter. Ça veut dire qu'on veut établir un rapport de force pour retourner une situation et ce rapport de force à son avantage. Donc, il a fait effectivement, probablement, il a tenté ce coup de force pour sauver Wagner, et au-delà de sauver Wagner, peut-être plus important pour lui encore, pour sauver l'autonomie de Wagner et son autorité sur cette armée privée. Et c'est en cela qu'il a échoué, bien sûr. Alors il a échoué parce que sans doute il a visé trop gros. Il a échoué, dit-on, de plus en plus parce que dans la répression du Kremlin, il y a tout ce qu'on n'a pas vu en coulisses et qui s'est passé, et notamment, semble-t-il, des menaces qui ont été très directement adressées aux familles des dirigeants de Wagner par les services de Poutine et du Kremlin. Mais en tout cas, il a déposé les armes et il a accepté les conditions qui lui ont été imposées par Moscou. Il a déposé les armes. A-t-il gagné en popularité? Parce qu'on a vu aussi ces scènes de liesse, ou en tout cas de gens qui applaudissaient Wagner et Prigojine. Vous avez compté combien il y avait de personnes? C'était quelques dizaines au maximum? Non, en fait, je crois sincèrement que ce que voulait Prigojine au départ, effectivement, c'était sauver Wagner, sauver son importance, etc. Mais également, lorsque cette colonne, qui n'était pas très importante, c'était à peu près 2000 hommes, avec ça on ne prend pas Moscou, montait sur l'autoroute M4, il pensait qu'il y allait y avoir des ralliements de chefs d'unité, de garnison, d'hommes politiques éventuellement, qui allaient profiter de la situation pour créer une sorte de masse critique qui permettrait effectivement, peut-être pas de renverser Poutine, mais en tout cas d'avoir raison de ses ennemis intimes du ministère de la Défense. Et ça, je crois que à partir du moment où il a vu que personne ne bougeait en sa faveur, ça a il a préféré négocier. Oui, bien sûr. Oui, c'est un coup de force quand même qui était organisé, puisque les renseignements américains en étaient informés. Il ne s'est pas lancé du jour au lendemain, après un coup de fil la veille avec Poutine, sur un coup de force comme ça. Donc il avait obligatoirement des alliés, ce qui ne veut pas dire qu'il allait au succès. Il avait des alliés dans le renseignement russe, donc des têtes vont tomber obligatoirement, avec aussi au niveau Poutine du Kremlin... on peut imaginer. Au niveau du Kremlin, il y a des gens qui ne sont pas prononcés en soutien à Poutine. Obligatoirement, il va regarder un peu où étaient ses soutiens. C'est le moment pour lui de faire un peu de ménage. Et puis peut-être d'un troisième homme d'apparaître face à une mise en faiblesse de Vladimir Poutine. On va retrouver Olivier Weber, qui est écrivain, grand reporter, qui est souvent allé, bien sûr, en Ukraine. Bonsoir Olivier. Lorsque Yevgeny Prigojine dit « mon objectif n'était pas de renverser le régime et de sauver Wagner », on le croit? Vous le croyez? On peut penser en tout cas qu'il avait des objectifs qui étaient non pas de renverser le régime, mais au moins d'avoir la tête de Shoigu, le ministre de la Défense. C'était difficile, effectivement, parce que la colonne vertébrale de la Russie, qu'elle soit poutinienne, qu'elle soit post-soviétique et même de l'URSS, c'était quoi? Ça a toujours été de l'armée. Et on voyait difficilement Poutine qui a joué avec le feu, il faut le dire. Poutine a joué avec le feu, avec ses SMP, ses sociétés militaires privées, mais on voyait quand même difficilement Poutine lâcher l'armée. Donc finalement, Shoigu et Gerasimov, donc l'armée, les généraux, les apparatchiks de toute cette clientèle donc autour du ministre de la Défense et du chef d'état-major des armées, donc ont eu gain de cause. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a une sorte d'étatisation, on va dire, de ces sociétés militaires
militaire privé, parce qu'il n'y avait rien de plus dangereux que de privatiser cette guerre, même s'il y avait des succès mitigés ou évidents quelquefois, comme c'était le cas à Barmout. Deuxièmement, donc une récupération politique, et en même temps, Prigojine, il n'a peut-être pas sauvé sa tête. On peut penser qu'il y a plusieurs contrats sur sa tête, de la part de Kadyrov, de la part de l'armée. Il ne sera pas en sécurité davantage en Biélorussie, mais en tout cas, il a sauvé finalement l'avenir de ces hommes, même si Wagner sera totalement étatisé, donc récupéré. Cela dit, c'est intéressant que Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, monte en puissance et dise, attention, Wagner va rester en Afrique. Wagner en Afrique, c'est 5000 hommes. Ça va du Soudan avec les mines d'or, aux bois rares en République centrafricaine, à la protection, entre guillemets, du pays et de la présidence au Mali, etc., etc. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous avez là une sorte de bras armé de la diplomatie russe, une projection pratiquement militaire du soft power et du hard power russe en Afrique et peut-être bientôt sur d'autres continents. Alors en même temps, Prigojine, il a quand même, il faut le dire, totalement fragilisé, fissuré ce pouvoir. Moi, j'ai toujours dit qu'après... Pardon Olivier, mais... parce que vous savez qu'il a enregistré une vidéo de 11 minutes qu'on est en train de décrypter, et ce qu'il dit dans la vidéo, c'est « Mon avancée a révélé de graves problèmes de sécurité en Russie ». C'est ce qu'il dit, Prigojine. Bien sûr. Bien sûr, mais vous imaginez, on est en pleine guerre, même si ça s'appelle encore l'opération militaire spéciale, mais les Russes savent aujourd'hui que Rostov-sur-le-Don, quand même une grande ville, d'une part 1 million d'habitants, deuxièmement le QG, donc vraiment le centre opérationnel du commandement militaire russe, donc en Ukraine, a été prise sur le vif, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu de combat. Deuxièmement, il y a eu cette colonne qui est montée sur la M4, arrivant à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Moscou était pratiquement une ville assiégée. En tout cas, on a évité des deux côtés, du côté de Prigojine comme du pouvoir politique et militaire russe, le bain de sang. Et troisièmement, le fait qu'on aille chercher Loukachenko, qui est un vassal de Poutine. Mais il y a quand même une destinée commune entre les deux. Les deux se tiennent. Mais quand même, aller chercher un vassal, Loukachenko, pour dire « Écoute, mon cher ami Alexander, sauve-moi la mise, parce qu'il y a Evgeny qui arrive sur la M4 », c'est quand même un peu bizarre, c'est humiliant. Et là, je dirais qu'il y a une autre fissuration, s'associer au niveau de la population russe, laquelle n'a pas évidemment beaucoup de pouvoir, on va dire, on le sait, dans une dictature comme celle de Poutine, mais en tout cas pour les organes de sécurité, évidemment les FSB, le FSO, et je ne parle pas des possibles successeurs de Poutine, mais en tout cas, il y a des challengers qui se positionnent, on va dire, pour un après-Poutine, sans vouloir revendiquer le pouvoir. Il y a quand même évidemment, comment dirais-je, des conséquences évidentes avec cette figuration du pouvoir, et surtout, et c'est très important pour Poutine, et dans toute la gestion politique depuis 20 ans, le côté psychologique, on va dire, de ce psychodrame, de cette farce grotesque qui s'est passée hier et avant-hier. Il y a un côté, on va dire, humiliation pour Poutine et qu'il va falloir régler quelque part. En attendant, on s'interroge où se trouve Prigojine. Il ne révèle pas où il se trouve, justement, dans ce message audio, son premier message depuis la fin de la révolte. Est-ce qu'il peut imaginer vivre en paix? Est-ce qu'il a des garanties? Est-ce que Poutine va quand même chercher à se venger? On a appris, et c'est les médias russes qui en parlaient ce matin, que l'enquête criminelle qui le visait, pour appel à la mutinerie armée, était toujours en cours, Olivier Weber. Oui, alors c'est là où c'est intéressant, c'est que d'une part, il y a une sorte d'amnistie de facto avec les Wagner, avec les hommes de Wagner. Il y aura peut-être évidemment un jugement pour trahison avec une déclinaison, on va dire, de ce mandat, de cette oukase, de cette ordonnance du FSB contre Prigojine qui pourrait être appliquée à des officiers supérieurs de Wagner. Mais en tout cas, le gros des troupes, on va dire, de ces 20 000 hommes, plus bien sûr les mercenaires en Afrique, lesquels d'ailleurs, je vous rappelle, avaient fait grève à un moment dans certains pays parce qu'ils n'étaient plus payés, y compris au Mali, en République centrafricaine. Mais en même temps, évidemment, Prigojine, lui, reste la persona non grata et sa reddition et comment dirais-je, sa culpabilisation, sa pénalisation est toujours de facto et déjurée sur le tapis. Donc il y a évidemment une volonté de mettre au pas non seulement Prigojine, mais d'éventuels challengers également avec ces sociétés militaires privées. Kadyrov n'est pas visé parce que ce n'est pas un danger, mais quand même, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Poutine a joué avec le feu et c'est extrêmement délicat, extrêmement dangereux, périlleux que de vouloir mettre en concurrence, on va dire en quelque sorte, ces sociétés militaires privées avec l'armée qui reste, malgré ses carences, encore une fois, le fer de lance, on va dire, de l'offensive russe sur l'Ukraine. Prigojine n'avait pas donné signe de vie depuis 2 jours. Il ne veut pas dire où il se trouve. Vous avez une supposition? Normalement, il est censé être arrivé à Minsk. C'est les dernières infos dont on dispose. En Biélorussie. Maintenant, il est possible qu'une fois à Minsk, il soit allé à d'autres villes biélorusses, on n'en sait rien, à Gomel ou ailleurs, et simplement pour une raison de sécurité.
Et qui le protège alors? Qui s'occupe de lui, entre guillemets? Le deal, à mon avis, je n'ai pas... Enfin, j'ai quelques rumeurs, mais elles ne sont pas confirmées. C'est que Poutine ne pouvait pas négocier directement avec Prigojine, parce que c'était impossible après l'avoir accusé de trahison. Prigojine ne voulait pas négocier avec Shoigu ou avec Gerasimov, donc il fallait un personnage extérieur. Et la mission que Loukachenko a reçue, c'est de dire à Prigojine, tu te rends et je te protège. Et je crois que ça, ce sera tenu dans la mesure où personne ne va aller, comment dirais-je, contre la promesse que Loukachenko a faite. Ça, je crois que c'est à peu près garanti. Pour le moment. Pour le moment, évidemment. Et je voudrais ajouter un tout petit point en ce qui concerne Kadyrov. Kadyrov, ce n'est pas une société militaire privée. C'est l'armée de la République de Tchétchénie. Richard Verly. Oui, on s'interroge tous. On pense que Prigojine a finalement tout abandonné, qu'il a capitulé en quelque sorte. Mais il a tout de même sans doute reçu des assurances, voire peut-être reçu, je ne sais pas, de l'argent, reçu des garanties, notamment sur les opérations extérieures de Wagner. Donc est-ce que, et la question doit être posée, est-ce que Prigojine va se réinventer en chef militaire de Wagner à l'étranger? En homme politique? Peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, sur les activités de Wagner à l'étranger, la conséquence logique, c'est que si Prigojine n'existe plus sur le front ukrainien avec Wagner, mais qu'on lui concède le droit d'exister encore, ce sera sur les théâtres étrangers, ce sera sur l'afrique, ce sera sur le Moyen-Orient. On ne lui a pas pris son empire commercial et économique. Voilà. Il n'a pas été saisi. Non. Aujourd'hui, pour le moment, il est toujours le patron du groupe Concorde, qui est... Ouais, très important. Est-ce qu'il continuait encore à faire la gestion sur l'Afrique? On peut quand même se poser des questions, sachant qu'il était sur le terrain de guerre où il s'occupait beaucoup de sa communication, on va dire. La communication qu'il faisait sûrement pour le Kremlin. Et puis au bout d'un moment, c'est parti en vrille parce que c'est pas un spécialiste. À côté de ça, il y a quelque chose qui est intéressant d'étudier, c'est qui était sur l'accord donc avec Prigojine. Et là, il faut regarder les liens, effectivement, avec... il y a l'ambassadeur de Russie en Biélorussie. Il y a Patrouchev, qui est un ancien de Minsk du FSB. Et là, on se dit, il y a un lien. Évidemment, Loukachenko. Il y a un lien avec la Biélorussie. Est-ce qu'il restera longtemps vivant là-bas? Ça, c'est encore une autre question. Mais en tous les cas, il y a des positionnements sur cet accord qui montrent des gens qui sont clés par rapport à Poutine. Oui, donc vous dites il n'est pas seul, parce que moi je reviens quand même sur ma marotte, sur sa popularité, parce que Prigojine, dans cette vidéo, il dit que des civils sont venus soutenir Wagner, soutenir la rébellion. Est-ce qu'on est face à un homme qui a une popularité, qui pourrait s'en servir politiquement, face à Poutine peut-être lors d'une prochaine élection présidentielle? Il a négocié. Est-ce que ce scénario est possible? Lesquels? Il a négocié. On peut imaginer qu'en négociant, il a quand même lâché une partie de ses hommes qui partaient quand même pour lui au front au péril de leur vie. À côté de ça, quand on discutait ensemble des gens qui étaient là, alors que c'était un moment de crise, qu'on a vu Vladimir Poutine, qui était dans un état second. Rappelez-vous comment il est habillé, comment il s'est présenté dans son discours. Donc en pleine crise au niveau du Kremlin. Et l'accord, effectivement, et les gens qui ont été sur cet accord, à mon avis, sont clés sur l'évolution du pouvoir en Russie. Non, vous avez raison, Olivier. Il a construit un capital qui est un capital politique en menant ces combats avec cette ministre, en se montant en treillis, en attaquant l'incompétence de l'armée russe. Donc il s'est bâti un capital politique fort auprès d'une partie de l'opinion, et auprès de cette partie de l'opinion qui était la plus va-t-en-guerre et qui trouvait effectivement que l'armée n'était pas assez punchy, assez efficace et assez radicale dans son action. Donc, effectivement, connaissant Prigojine et observant ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et la manière dont ils se sont comportés depuis 18 mois maintenant, on peine à imaginer qu'il laisse périr ce capital sans, à un moment donné, voir comment il peut s'en servir d'une manière ou d'une autre. Il fait une vidéo de 11 minutes quand même. Il veut s'expliquer. Il aurait pu très bien continuer à se taire. Là, je pense que
dans le moment où on est, il a accepté de déposer les armes. C'est pas le moment de repasser la tête par-dessus le parapet pour essayer pour risquer de prendre un coup. Il s'explique quand même. Il s'explique, il justifie, donc il va entretenir cette image et cette popularité. À quelle fin, c'est pas encore très clair, mais en tout cas, ce que montre cette communication aujourd'hui et ce que dit le contenu de cette communication, c'est qu'il n'a pas l'intention de prendre une retraite paisible à Minsk et qu'on n'entende plus jamais parler de lui. Vladimir Poutine réparait à la télévision sans rien dire de ce qui s'est passé, et au même moment, Prigojine, quelques heures après finalement, enregistre lui-même un message vidéo dans lequel lui, il dit tout ce qui s'est passé, enfin il dit sa part de vérité, donc ça peut paraître étonnant la concordance de temps. Il dit peut-être plutôt ce qu'on lui a dicté de dire. Vraiment ? À mon avis, oui. Quand il dit que les civils rencontrés lors de la rébellion soutenaient Wagner, je ne suis pas sûr que ça aide Poutine de dire ça. Il a mis le message principal à sa sauce, comme il fait d'habitude. Ouais. Mais si on avait voulu qu'il se tue, il se serait tu. Là, il n'y a pas de question. Il y a un autre élément, je pense qu'il faut, certes, l'intégration de Wagner à l'armée régulière, elle va sans doute se faire en conservant l'encadrement des unités, mais il va falloir suivre de près l'interaction entre Prigojine et ses commandants, parce qu'il y a un lien entre ces gens qui se sont battus à Bakhmout et Prigojine qui était le chef de Wagner. Que vont-ils faire? Est-ce qu'ils lui restent fidèles? Est-ce qu'ils ne vont pas lui rester fidèles? Je crois que c'est pas aussi simple d'intégrer une unité de ce type à l'armée régulière. En général, ce sont des hommes armés qui ont connu les épreuves. Surtout si on estime que les chefs de l'armée russe sont incompétents. Et puis, incidemment, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail, si j'ose dire, et ils n'ont pas les mêmes salaires non plus. Les miliciens de Wagner sont largement plus payés que les soldats russes. Et donc, malgré tout, les intégrer, c'est aussi créer une forme d'armée à deux vitesses. Et vous imaginez le soldat ordinaire qui voit débarquer les miliciens de Wagner avec des uniformes dernier cri, un matériel de protection et un salaire qui peut être 10 fois le sien. Alors, c'est pas forcément une fusion ou un mariage d'équipe qui se fait facilement. Voilà, Olivier Weber est toujours avec nous. Olivier, Yevgeny Prigojine était présenté comme un homme fort. L'est-il toujours? Ou là, aujourd'hui, c'est une espèce de vidéo testament, et c'est un enregistrement testament, et ses jours sont comptés? Je crois qu'il joue sa survie physique. Quant à son avenir politique, il n'est plus rien. Ce qui est important, évidemment, dans cette reconfiguration, ce que j'ai appelé donc l'étatisation de la SMP, et il y en a d'autres aussi, puisqu'on a annoncé également qu'à partir du 1er juillet, Gazprom, parce que quand je parlais des SMP, je parlais aussi de Gazprom, qui a une milice de 6 000 hommes, c'est quand même pas rien, mais là, c'est totalement à la botte, évidemment, du système de Poutine. En tout cas, pour Wagner, ce qui se dessine, c'est aussi le partage du gâteau presque colonial de l'Afrique. C'est immense. Cette instrumentalisation via ces mercenaires en Afrique, cette appropriation des mines d'or, des bois rares, de certains minerais, etc., dans 4 à 5 pays, c'est évidemment un enjeu colossal. Évidemment, dans le positionnement, on va dire, non pas de l'après-Poutine, mais dans une remise en question des rapports de force entre les organes de sécurité, on pense à cela également. Alors, mettre au pas la milice de Wagner, ça va être compliqué. Je pense que Prigojine n'aura plus vraiment... comment dirais-je, de levier sur ces hommes, même si Richard le disait très bien, il y a quand même un degré d'allégeance. Il faut dire que Prigojine a fait de la prison à 20 ans, entre autres pour incitation de mineurs à la prostitution, entre autres, plus l'escroquerie. C'est quelqu'un qui vient de la prison, qui a sorti ses détenus de la prison en disant « Vous ne retournerez pas en prison si vous me suivez. Soit vous êtes mort, soit vous êtes vivant, au bout de 6 mois et un jour, vous serez dehors parce que je vous aurai payé et vous serez libre. » Moyennant quoi, la plupart sont restés, en tout cas les survivants, bien sûr. Et donc, il y a cette allégeance au chef, au potentat, parce que c'est un petit potentat finalement, Prigojine. Mais en même temps, on sait très bien qu'il est fini politiquement. Il va jouer donc son avenir physique pour éviter les contrats. On sait très bien à travers l'histoire depuis 1926 et l'invention du laboratoire des poisons par la Tchéka et la GPU, les ancêtres du KGB. On sait très bien que quand le FSB, le KGB donc, et ses ancêtres veulent tuer quelqu'un, ils le font. Donc il sait très bien à quel destin il est promis, malgré la protection de Loukachenko, donc il a intérêt évidemment à se protéger. Après,
Wagner reste quand même un instrument très important, même si ça va être compliqué, ça a été dit, de dissoudre ou de récupérer toutes ces unités au sein de l'armée, y compris parce qu'évidemment, ils sont beaucoup mieux payés, comme le disait Thierry, que l'armée régulière. Mais en tout cas, ils sont aguerris, en tout cas, ils ont marqué des points à Barmout, en tout cas, ils se sont battus avec audace et avec courage, même si le taux de mortalité était extrêmement fort. Et donc ça, c'est un gain quand même pour l'armée russe qui a intérêt, évidemment, à les réintégrer. Dans la vidéo, Prigojine explique que le président bélarusse a proposé des solutions pour permettre justement à Wagner de continuer d'opérer. Oui, alors on peut penser évidemment que c'est aussi l'intérêt de Loukachenko de jouer les intermédiaires. Vous savez, il a été sauvé d'un mouvement démocratique par Poutine. En principe, Loukachenko aurait dû tomber face à l'opposition dans la rue. Donc il sait qu'il a une sorte d'allégeance, de rapport très fort, on va dire, de vassal à suzerain, ou suzerain qu'est Poutine. Donc il lui obéit quelque part. En même temps, il essaye de tirer son épingle du jeu, il essaye de dire « je suis autonome sur cette question », mais en même temps, on peut penser que la marge de manœuvre est très faible. Le FSB de Bélarus, donc de Biélorussie, c'est pratiquement le FSB de Russie, ce sont les mêmes, ils ont été formés ensemble, et bien sûr, c'était rappelé tout à l'heure, Patrouchev lui-même donc était en poste pour le FSB à Minsk. Donc il y a des degrés très forts de soutien, de coordination, et Loukachenko dit ce qu'on lui dit de dire depuis le Kremlin. Et en même temps, c'est intéressant de voir qu'il y a presque une porte de sortie honorable pour Prigojine, mais ça veut dire qu'on est dans la normalisation. Ça veut dire qu'on veut un petit peu effacer l'humiliation qu'a subi Poutine. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, évidemment, ça s'est su à la face du monde, mais ça s'est su également en Russie. Moi, j'ai été étonné de voir même des images de Rostov-sur-le-Don, donc avec l'arrivée des troupes de Prigojine et Wagner sur leurs tanks, sur leurs véhicules blindés, être donc applaudis par quelques citoyens de Rostov, même s'ils n'étaient quelques dizaines. Mais c'est passé où? C'est passé sur l'agence TASS, qui est l'agence officielle de la Russie. Et donc, voilà, c'est quand même assez original de voir qu'il y a un coup d'État qui est vécu pratiquement en direct ou en différé, en tout cas en légiféré par les Russes. Et ça, c'est nouveau. Et là aussi, c'est une fragilisation du pouvoir de Poutine. Merci Olivier Weber. On va aller du côté de Zaporijia, c'est-à-dire en Ukraine, retrouver Benoît Ballet en direct pour BFM TV, voir ce que l'on dit, ce que l'on sait de ce qui s'est passé en Russie, justement. Comment est-ce qu'on réagit côté ukrainien ? Écoutez, l'image qu'il faudra retenir du jour, c'est celle de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui, pendant que Evgeny Prigojine enregistre son message, lui se déplace auprès des troupes. Le président Zelensky qui donc a diffusé sur sa messagerie Telegram des images qui le montrent rendant visite, accompagné par Syrski, le général, le commandant en chef de l'armée de terre ukrainienne, dans un lieu du commandement du front est de l'Ukraine. Zelensky qui discute avec les soldats, qui remet des décorations et qui ne s'arrête pas là, sur le retour pour aller à Kiev, qui s'arrête dans une station-service, qui échange avec des soldats. Donc il y a cette image aujourd'hui qui est envoyée du président ukrainien qui est de nouveau proche de ses soldats sur le front, là pour les encourager, alors que un peu plus tôt aujourd'hui, la vice-ministre de la Défense ukrainienne, Anna Maliar, annonçait qu'un nouveau village avait été libéré, le village de Rivnopil. C'est au sud-est de Zaporijia où nous nous trouvons avec Hugo Dorsemen. Donc, si vous voulez, les déclarations et les conséquences de cette journée de rébellion avortée de samedi en Russie sont assez loin finalement maintenant de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont compris que cela ne servirait en rien leurs intérêts. Cela, a priori, ne déstabiliserait pas plus que ça les lignes de défense russes, que ce soit une mise en scène ou pas. Cela n'a plus vraiment d'importance. Maintenant, ce qui compte, c'est que cette contre-offensive avance une bonne fois pour toutes, que les lignes de défense russes soient percées. Pour l'instant, c'est encore difficile parce que les Russes, beaucoup de soldats nous l'ont dit, opposent une résistance farouche. Il y a cette artillerie russe, cette aviation qui continue d'être présente et de résister. Donc ici, en Ukraine, on regarde beaucoup plus la ligne de front et les combats que ce qui se déroule en Russie. Benoît Ballet en direct de Zaporijia avec Hugo Dorsemen pour BFM TV. Mariana Perebenessiou qui est avec nous. Bonsoir Mariana. Bonsoir. On dit ce qui se passe en coulisses. Vous êtes allée
Regardez, écoutez plutôt le message d'Evgeny Prigojine, alors justement. Alors, ce message est assez intéressant parce qu'il est extrêmement long, ce qui ne lui ressemble pas tellement. Et en fait, tout le message se concentre en fait sur les justifications de pourquoi cette marche a eu lieu tout court, alors même qu'il me semble qu'il a déjà beaucoup communiqué et... Surprise, les versions commencent à différer légèrement. La première différence, c'est que là, on ne parle plus, on ne vise plus Shoigu ou Gerasimov en personne. C'est assez intéressant. La position prise par Evgeny Prigojine, c'est tout simplement la volonté de préserver l'unité, l'armée privée Wagner, qui serait selon... Evgeny Prigojine, une sorte de pièce maîtresse de l'État russe. Il souligne le fait que l'armée Wagner a toujours servi les intérêts de la Fédération de Russie dans le monde entier. Ça, ce n'est pas un... Donc il a fait ça pour préserver Wagner, pas pour renverser Poutine. Non, pas du tout. Alors, sans nommer, il dit qu'il y a eu des intrigues, des machinations, des mauvaises décisions prises qui auraient mené à la dissolution, à la cessation d'existence de cette unité qui est la pièce pourtant, Wagner doit être dissous le 1er juillet. Alors après, il explique, et par ailleurs, moi je pense qu'il l'explique assez bien, finalement, il l'argumente assez bien, comment, si juste signer les contrats avec l'armée russe aurait mené à la dissolution, à la disparition de facto, de fait, de Wagner, qui a l'habitude d'exister en tant qu'unité à part, privé. Vous avez écouté Evgeny Prigojine. On en a un extrait traduit. C'est un message audio long, 11 minutes. Voilà, premier extrait de Evgeny Prigojine. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, je vais répondre à la question principale. D'abord, quelles sont les prémices de notre marche pour la justice du 23 juin 2023 ? La compagnie privée Wagner est probablement l'unité russe parmi les plus aptes et expérimentées, et peut-être même dans le monde entier. Nos combattants sont motivés, énergiques, ils ont rempli un grand nombre de tâches dans les intérêts de la Fédération russe, et seulement dans les intérêts de la Fédération russe, en Afrique, dans le monde arabe et dans le monde entier. Ces derniers temps, cette unité a obtenu de bons résultats en Ukraine, en ayant accompli des tâches des plus sérieuses. En raison des machinations et des décisions mal réfléchies, cette unité devait cesser d'exister le 1er juillet 2023. Qu'est-ce que nous dit Evgeny Prigojine? Est-ce qu'on doit prendre pour argent comptant ce qu'il dit, le croire, Thierry Arnaud? Oui, je pense qu'en tout cas, la partie où il dit que l'objectif de la marche était de sauver Wagner, je pense que ça, pour le coup, c'est effectivement évident, même si, encore une fois, lorsqu'il entame la marche, il affiche un autre objectif. Il marche avec une colonne, il envoie une colonne, il prend le contrôle d'une caserne et il donne le sentiment qu'il veut aller beaucoup plus loin que ça. Mais au fond, effectivement, il dit qu'il a entrepris cette marche pour sauver Wagner, et deux, pour braquer le projecteur en quelque sorte sur ce qui, de son point de vue, et c'est ça qu'il argumente tout au long de son message, est un contresens. C'est-à-dire qu'on va priver la Russie d'un de ses bras armés les plus efficaces. D'une unité d'hélice, exactement. À la fin de son message, il dit par exemple, si toutes les troupes qu'on a envoyées en Ukraine le 24 février 2022 étaient aussi entraînées et aussi performantes que Wagner, la guerre a été terminée en une journée. Voilà le type d'argument qu'il avance. Donc ça, c'est le point central de son argumentation. Et puis ce qui, moi, de mon point de vue, retient vraiment mon attention et qui demande à être éclairci et précisé, parce que c'est un point quand même assez crucial, c'est là où il explique que Loukachenko a offert un cadre juridique pour la survie de Wagner. On est très curieux de savoir ce qu'il entend par là. C'est ce qu'il aurait négocié, donc finalement. C'est ce qu'il aurait négocié. Grâce au président en Bélarus. Exactement. Et donc ce cadre juridique, quel est-il? Et en quoi est-il différent de ce qui était prévu jusqu'à présent, c'est-à-dire l'absorption
de Wagner par l'armée régulière de la Russie. C'est ce que dit donc dans ce message Prigojine. Monsieur Loukachenko a tendu la main et proposé de trouver des solutions pour la poursuite des travaux du groupe Wagner de façon légale. Voilà. Et donc il aurait obtenu gain de cause en quelque sorte, Mariana. Alors, il est difficile d'y voir clair parce que dans son message, Prigojine n'est pas à une contradiction près. Donc, tout le sens du message, c'était que c'était pour préserver Wagner. Mais ensuite, il explique que finalement, Wagner avait quelque part accepté de se dissoudre, qu'il voulait rentrer à la maison, qu'au début, il voulait tout simplement rentrer à Rostov pour rendre le matériel, parce qu'il ne voulait pas continuer avec l'armée russe. Ça, en soi, c'est une contradiction extraordinaire. Comment cela? On voulait protéger Wagner en dissolvant Wagner, et finalement, on a décidé de ne pas dissoudre Wagner. Vous voyez, ça, donc il raconte n'importe quoi ou... Je pense que c'est probablement le cas. C'est probablement un peu le cas, oui. Tout à l'heure, il y avait une intervention à Zaporizhia. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la sécurité de l'Ukraine, de l'Europe et de ses habitants. On sait à Zaporizhia, par les renseignements ukrainiens, qu'il y a une vraie menace, comme il y a eu sur le barrage. Et aujourd'hui, la priorité, c'est ça. La centrale nucléaire. C'est la sécurité de la centrale nucléaire. Alors, on est en train de dévier sur leur querelle avec le nettoyage de linge sale du Kremlin et de Prigojine. Et à côté de ça, on est en train de partir du problème concret qui est ce qui se passe sur le terrain de guerre. Et du problème de la centrale de Zaporizhia, où il y a une vraie menace. Il y a des camions qui se sont déplacés récemment, et ça a été déclaré le 22 juin par Zelensky, avec, on imagine, un vrai risque d'attentat qui sera sous un risque technique pour masquer l'accident, et qui permettra aux Russes d'arrêter une partie de la contre-offensive. Pierre Laurin. Revenons sur la vidéo, enfin pas la vidéo, pardon, ce message audio de 11 minutes de Prigojine qu'on a découvert peu à peu. Donc à la fois il se justifie, il dit moi j'étais là pour sauver Wagner, il y a eu une négociation avec Loukachenko, visiblement il y aura un cadre pour sauver Wagner, je ne voulais pas renverser Poutine, et on ne sait pas où il est. Et puis par ailleurs il parle de sa popularité en disant qu'il a été accueilli par des civils qui ont applaudi Wagner. Oui, mais ça c'est son ego qui parle en ce qui concerne... La promesse de Loukachenko de donner un cadre légal à Wagner, c'est à l'intérieur de la Biélorussie, c'est pas en Russie. Donc, les combattants de Wagner, qui, il l'avait dit lui-même, sont profondément attachés à la Russie, ce sont des patriotes, etc., je les vois mal, dans leur ensemble, aller en Biélorussie. Faire quoi, d'ailleurs? Puisque la Biélorussie n'est pas officiellement en guerre. Ensuite, il y a un autre point qui est très important concernant Loukachenko, c'est que techniquement, il est difficile pour lui de suborner une partie d'une unité combattante russe sans que la Russie, en faisant que la Russie lui donne le feu vert. Ça, je crois que c'est un peu impossible. En revanche, ce qui est possible, c'est que Prigojine, à Minsk, soit en mesure de recréer une structure qui pourrait éventuellement servir de paravent à Loukachenko, ou du moins de barrière de protection, contre d'éventuelles incursions des groupes armés d'opposition qui sont actuellement à la frontière de la Lituanie et de la Pologne. Ça, c'est éventuellement une possibilité. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie des Wagnériens qui ont déposé les armes avant la reddition de Prigojine, c'est-à-dire qui n'étaient pas suivis par toutes ces troupes. Et s'il y avait quelques centaines même de Rostoviens qui l'acclamaient, ce n'est pas ça qui fait une popularité sur l'ensemble de la Russie. Mariana, vous avez entendu la fin du message? Non, la toute fin, non. Dites-moi. Vous êtes parti, vous êtes revenu, alors je vais savoir. Finalement, il dit qu'il a presque rendu service au jour.
Yevgeny Prigojine. Voilà, j'ai pas voulu renverser, j'ai sauvé ma société et j'ai révélé des failles dans le système russe. Donc c'est tout juste si on ne devrait pas lui dire écoutez, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Mais ce que je trouve aussi intéressant quand même, parce qu'on a vu un certain nombre de dissatisfactions quand même de la part des alliés de Wagner ou ceux qui avaient participé. Notamment, on a vu hier une vidéo de l'unité faite de criminels affranchis. Qui se sont montrés extrêmement mécontents du fait qu'ils l'ont soutenu publiquement et que par la suite, ils étaient trahis. Ce qui est intéressant quand même, c'est fascinant même, c'est quand même Yevgeny Prigojine qui avait organisé toute cette opération, qui a mené des milliers d'hommes envers cette marche et tout au long de ce message, il n'arrête pas de dire que en fait, tout le monde était partant et que c'était presque de l'initiative. Vous voyez, c'était une sorte presque de république qu'il avait proposée. Tout le monde est allé et que chacun prend ses responsabilités. Donc là, d'une certaine manière, il essaie de dire qu'il s'est posé un défenseur de combattants Wagner, mais également que chacun en porte sa part de responsabilité. Oui, on vous imaginez... Allez-y. Merci. Imaginez pour les militaires qui ont de la famille en Russie, la répression qu'il va y avoir derrière. Donc il y en a effectivement qui l'ont lâché parce que les services secrets russes ont mis la pression sur les militaires à travers leur famille. Et vous imaginez pour ceux qui ont soutenu Wagner, qui ont leur famille en Russie, avec les conséquences qui vont suivre, et alors que Prigojine a négocié. Oui, pour parler de la Biélorussie, on ne peut pas exclure à un moment donné, peut-être que Wagner regroupe des forces en Biélorussie et que ce soit la tentative d'ouvrir un front plus au nord dans la suite des opérations militaires. Si Prigojine est en Biélorussie, il va peut-être y attirer des combattants. Et ensuite, un deuxième élément, si l'avenir de Wagner, version Prigojine, doit être hors du théâtre ukrainien, c'est-à-dire en Afrique ou sur d'autres théâtres, franchement, le coup de com' qu'il a fait pour sa milice est extraordinaire. Elle est connue dans le monde entier. La franchise Wagner, aujourd'hui, elle vient de bénéficier d'une publicité. Un certain nombre de chefs d'État qui ont besoin de se défendre contre leur peuple et contre l'opposition démocratique. Sauf s'ils ont peur que les Wagner se retournent contre eux, comme ils se sont retournés contre Méfions-nous quand même de ce genre de choses, parce que la communication, ça compte. Et le mot Wagner, maintenant, est un mot mondialement connu. Et Prigojine aussi, maintenant connu dans le monde. Prigojine aussi est une marque mondialement connue. Vous pensez que d'ailleurs, on commente maintenant, depuis un moment, ces déclarations, on ne commande plus Poutine. Vous pensez que Prigojine du front gérait l'activité en Afrique? Mais il n'est pas obligé de rester peut-être en Biélorussie, il y est pour le moment. Non, mais demain, il sera peut-être ailleurs. Concrètement, vous pensez que c'est lui qui gérait, alors qu'il il était sur le front et qui gérait la communication? Vous pensez qu'il gérait vraiment l'Afrique? Et aussi, en termes de communication, je ne suis pas sûre que ce soit un vrai avantage pour Wagner d'avoir négocié et remis en question sur un coup de force l'autorité de Poutine, alors que les gouvernements ukrainiens peuvent imaginer que ça peut se renverser aussi pour eux. Mais je crois que c'est ça la raison d'être de cette déclaration. Parce que s'il fallait résumer cette déclaration en une phrase, et à mon sens, ce qui en est le message central, c'est « je ne suis pas un traître ». C'est ça qu'il veut nous dire ce soir. Parce que l'espérance de survie d'un traître au régime de Poutine est relativement limitée. Donc il essaye de monter un raisonnement pour expliquer quel était le but de l'opération, pas de renverser le régime, de sauver sa milice. Il explique que la milice avait par ailleurs joué un rôle très utile depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc je suis au service de mon pays. Je ne suis pas un traître. Voilà le message central qui fait passer aujourd'hui. Et je n'ai pas disparu. Je suis toujours là. Alors, moi, je pense aussi que le fait de dire que Wagner avait accompli des tâches dans les intérêts de la Fédération de Russie, par ailleurs, on parle de la Fédération de Russie dans le monde entier, c'est aussi, d'une certaine manière, une sorte de chantage pour dire, sinon, si on me menace, on va raconter toutes ces opérations. Alors, je pense, moi, pour le coup, qu'effectivement, Prigojine, il continuait à gérer l'ensemble des activités où qu'il était, comme il l'a fait pendant des années. Enfin, je ne vois pas de problème à faire cela. Et pour parler de la publicité, là, je ne pense pas que ça soit une super publicité, ni pour Wagner dans le monde, ni pour Wagner, ni pour la Russie, surtout auprès de dictatures africaines où
autres dictatures dans le monde. Parce que qu'est-ce qu'on a vu avec cette histoire? On a vu que, premièrement, ces mercenaires, ils peuvent très bien se retourner contre les pouvoirs qu'ils sont censés protéger. Donc là, je pense que les dictateurs, ils vont avoir... Voilà, donc là, les dictatures, elles vont avoir un peu chaud. Ils vont réfléchir 2 fois. Et aussi, je pense que cette histoire a quand même beaucoup abîmé l'image de la Russie dans le monde entier, mais on s'en doutait, mais auprès de ce pays au régime autocratique, dictatoriaux, qui a les tendances d'aller vers la Russie, ne serait-ce que par affinité, et en y voyant une sorte de patron fort. On a vu que le patron n'est pas si fort que ça. Olivier Weber, je voyais réagir, pardon. Avec ce coup d'État ou ce pseudo-coup d'État, en fait, le coup d'État avorté comme on veut, donc avant-hier, c'est une sorte de coup de force pour prouver en fait qu'il existe encore Prigojine. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en étant en exil? Il essaye, on voit après ces 3 ou 4 points de son discours que je viens de regarder effectivement, c'est un homme en situation de faiblesse qui essaie de négocier sa survie politique d'une part et une partie de son empire financier, une partie de ses avoirs. C'est sûr qu'il ne va pas vivre à Minsk avec le SMIC, si vous me permettez. Il va essayer de récolter une partie de ses avoirs, mais je le vois mal avoir encore un avenir, on va dire, pseudo-militaire ou de type SMP, Société Militaire Privée. Le fait que Lavrov parle à sa place, on va dire, pour recadrer le futur des opérations de Wagner en Afrique, c'est pas anodin. En fait, c'était un coup de poker avant-hier. Prigojine, il joue comme Poutine, dont il a été la marionnette depuis le départ, et encore une fois, je le répète, Poutine a joué avec le feu, il a pratiqué, et les deux pratiquent la fuite en avant. Et là, finalement, on voit bien que c'est quelqu'un qui essaie de négocier, sauf qu'il a 2 ennemis. Il n'a non plus simplement que l'armée russe comme ennemi, donc décliné avec Shoigu, Gerasimov, etc. Il a également Poutine. C'est évident que quand on regarde l'histoire politique de la gestion de la Russie par Poutine, l'humiliation, elle est là. Et Poutine ne supporte pas l'humiliation. Donc cette marionnette qu'il a créée, il va chercher à l'éliminer. Peut-être pas physiquement, ça va être compliqué, ou peut-être pas compliqué. Peut-être qu'un jour, on verra sur la tombe de Prigojine suicidé de 2 balles dans le dos, ou alors il est tombé dans l'escalier. Mais en tout cas, Poutine va essayer de l'éliminer politiquement. Et je ne vois pas du tout une pérennisation de l'action de Wagner, qui sera sûrement moins importante que prévu, parce que des unités ne seront plus réintégrables dans l'armée, pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais en tout cas, je vois mal Prigojine avoir encore un effet de levier sur les unités, les bataillons donc, de Wagner. Ça va être dissous, ça va être récupéré par l'armée russe, et il va falloir regarder. Et les Africains, ce matin, d'ailleurs, c'était assez intéressant de voir la presse africaine, comment elle réagissait. Les Africains sont assez inquiets de savoir quel sera l'avenir de Wagner en Afrique, sachant qu'il s'agit bien sûr d'un groupe de mercenaires, et puis encore une fois, d'un groupe qui a une volonté de partage du gâteau colonial, partage que veulent récupérer les tenants des pouvoirs politiques et surtout des organes de sécurité autour de Poutine. Eh bien, on va continuer d'en discuter, bien sûr, avec nos invités. C'est donc la dernière nouvelle de la journée, la prise de parole de Yevgeny Prigojine, le patron de la milice Wagner, que l'on dit en Biélorussie, mais lui, dans son message audio, refuse de dire où il est. Je ne voulais pas renverser Poutine. Mon avancée a révélé de graves failles de sécurité en Russie. Voilà ce que dit celui qui se présente encore comme l'homme fort de Wagner. Evgeny Prigojine, l'homme dont le monde entier a découvert publiquement le nom, l'influence, le pouvoir durant le week-end, a pris la parole aujourd'hui, un message audio de 11 minutes dans lequel il explique que son groupe Wagner devait cesser d'exister le 1er juillet prochain, qu'il a tenté de le sauver avec cette marche sur Moscou et qu'il ne voulait nullement renverser le pouvoir de Poutine. Voilà ce que dit Yevgeny Prigojine, message audio de 11 minutes dont on commence là maintenant à avoir traduit une partie écoutée. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, je vais répondre à la question principale. D'abord, quelles sont les prémices de notre marche pour la justice du 23 juin 2023 ? La compagnie privée Wagner est probablement l'unité russe parmi les plus aptes et expérimentées, et peut-être même dans le monde entier. Nos combattants sont motivés, énergiques, ils ont rempli un grand nombre de tâches dans les intérêts de la Fédération russe, et seulement dans les intérêts de la Fédération russe, en Afrique, dans le monde arabe et dans le monde entier. Ces derniers temps, cette unité a obtenu de bons résultats en Ukraine.
en ayant accompli des tâches des plus sérieuses en raison des machines à... C'est vraiment ce sont des divisions internes et c'était des manœuvres russo-russes. Ensuite, c'est de continuer le soutien à l'Ukraine dans sa contre-offensive, laquelle est déterminante pour pas simplement les semaines et les mois qui viennent, mais les années qui viennent et l'avenir de l'Ukraine. Il viendrait bien de faire des analyses définitives. La situation reste très évolutive. Elle traduit des divisions, une nervosité. Et elle rend, je dirais, encore plus valide. Voilà, c'est Emmanuel Macron, donc réagissant à ce qui se passe en ce moment en Russie. On va revenir sur ces 11 minutes de messages audio. Prigojine qui prend la parole 2 jours après cette rébellion ratée. En tout cas, lui-même dit, Thierry Arnaud, qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État, il ne s'agissait pas pour lui de renverser le président russe, Vladimir Poutine, mais d'assurer la pérennité de son groupe paramilitaire Wagner. Il dit d'ailleurs que c'est un groupe qui est très populaire. Il a rencontré des gens qui l'ont applaudi sur son passage. Il ne dit pas où il est. Donc on peut imaginer qu'il est où ça la rumeur le dit à Minsk. Certains prétendent l'avoir aperçu dans un hôtel de la ville, mais tout ça n'est qu'une rumeur et n'est pas encore confirmé. Pourquoi ce message de 11 minutes selon vous ? Alors c'est un exercice un peu acrobatique de contrition et de justification. Et au fond, on a le sentiment qu'il tire les conséquences de ce qui s'est passé hier, des conditions dans lesquelles il a dû renoncer à cet énorme coup de bluff qu'il avait tenté, qu'il essaie de sauver ce qui peut l'être. Et au fond, il y a 2 messages essentiels. Le premier, le plus important à mon avis, est qu'il explique qu'il n'est pas un traître, qu'il n'a pas trahi son pays. Ça, c'est évidemment très important parce que c'est ce dont l'accuse Vladimir Poutine hier. Et on a revu cet extrait de la télévision russe, d'une interview du président russe il y a quelques années, à qui on demande « Est-ce que vous pouvez tout pardonner ? Est-ce que vous pouvez pardonner ?» Et il répond « Oui, je peux pardonner, mais pas tout. » Et le journaliste se relance en disant « Qu'est-ce qui est impossible à pardonner ?» Et il répond « La trahison. » Voilà, donc... le fait d'affirmer dans ce message qu'il n'est pas un traître et d'essayer de le démontrer et d'argumenter, évidemment, pour lui, est important. C'est sans doute pour sauver sa peau, en effet. En tout cas, pour sauver son avenir. Et ensuite, il essaye de démontrer que Wagner a joué un rôle utile à son pays et que c'est en quelque sorte un modèle dont l'armée russe aurait dû s'inspirer plutôt que chercher à l'éliminer. C'est ça les 2 points centraux de son argumentation. Il ne s'exprime pas, en revanche, trop sur la manière dont il voit la suite des événements, à la fois pour lui et pour Wagner, à une exception importante près, puisqu'il explique que dans l'accord qu'il a négocié avec le président biélorusse Loukachenko, le président Loukachenko aurait proposé des voies légales, dit-il, donc des moyens juridiques permettant à Wagner de continuer à exister, alors que le plan jusqu'à présent, c'était de voir cette milice Wagner totalement absorbé par l'armée régulière. Ce qui est intéressant, Richard, c'est qu'il montre que le président Loukachenko a un rôle crucial dans cette affaire, car visiblement, il a donné des garanties, le président de la Biélorussie, pour la survie de Wagner. C'est-à-dire que Poutine a délégué la tutelle à Loukachenko. Alors reste à savoir si les garanties entre guillemets qu'aurait donné Loukachenko sont celles que Poutine lui a demandé de répercuter. Autrement dit, est-ce que le papier était écrit par Vladimir Poutine et que Loukachenko n'a fait que porter le message, ou est-ce qu'on assiste, comme cela a été dit tout à l'heure, à une possible autonomisation de Loukachenko qui deviendrait à ce moment-là l'officier traitant de Prigojine. Prigojine serait sous sa responsabilité. En gros, Poutine lui aurait refilé ce bébé, mais dans ce cas, il faudrait qu'il y ait une intention de Loukachenko derrière. À quoi va lui servir Wagner, le nouveau Wagner? À quoi va lui servir Prigojine? Pour l'instant, la thèse qui domine tout de même, c'est celle où Loukachenko a avant tout été le messager, c'est Poutine le donneur d'ordre, mais pour des raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, Poutine ne pouvait pas parler en direct avec Prigojine, donc il l'a fait par Loukachenko, mais le scénario serait celui écrit par le Kremlin. Prigojine dit qu'il a parcouru 780 km en rencontrant finalement assez peu de résistance, qui montre d'ailleurs qu'il y a de graves problèmes de sécurité en Russie, et il estime aussi que à chaque fois il a plutôt rencontré des gens qui applaudissaient Wagner. Alors est-ce qu'il faut le croire là ? C'est vrai qu'on l'a vu sur les images. Oui, je pense que c'est vrai. Il y a eu un soutien, il a une certaine crédibilité parce qu'il a été sur le terrain. Il a énormément communiqué, surtout pour les Occidentaux, mais enfin ça s'est su aussi en Russie. Ce qui se passe, c'est que là, il a quand même décrédibilisé fortement le pouvoir. Une décrédibilisation qui est allée jusqu'en Afrique, évidemment, pour Vladimir Poutine. Et donc, il ne peut pas en rester là. Après, Loukachenko, lui, est terre d'accueil, mais qui va permettre un contrôle.
C'est un moment où il faut se débarrasser de la patate chaude et attendre que le souffleur tombe. Donc, le faire partir en Biélorussie permet de traiter le problème rapidement. Ce qui se passe, c'est que derrière, au niveau on a vu qui avait négocié avec lui, et il y a les services de renseignement et de sécurité, évidemment, qui s'occupent de gérer le problème. Oui, mais Olivier Weber, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a donc Prigojine qui, pour l'instant, est épargné. Et bon, là, il est toujours en vie. Mais on a aussi, de l'autre côté, le ministre de la Défense, qui était pourtant dans le viseur de Prigojine, qui est toujours là, qui est réapparu d'ailleurs, Shoigu, aujourd'hui dans une vidéo. Vladimir Poutine s'est exprimé. En fait, les acteurs sont toujours là. C'est-à-dire que c'est un retour à la normale. On fait comme si rien ne s'était passé, on va passer à autre chose. Oui, c'est certain que Poutine veut essayer de noyer le poisson. Ce que j'appelais la normalisation tout à l'heure, c'est ça. Et en même temps, c'était impossible pour Poutine de lâcher Shoigu. Peut-être qu'un jour, il va le lâcher. Mais là, actuellement, c'était impossible. Sinon, cela voulait dire donner des gages au félon, au traître, puisqu'il l'appelle ainsi, qui est à ses yeux Prigojine. En même temps, Prigojine donc joue sa survie physique. Et en partie un peu politique, mais surtout sa survie physique. Il veut être en sécurité. Il est sous la protection de Loukachenko. Évidemment, Loukachenko, on l'a dit, c'est un vassal de Poutine. À quoi fait face Laurent Poutine? C'est sa survie aussi, en quelque sorte, politique. C'est-à-dire qu'il y a eu cette humiliation dont on a parlé. On est dans un problème de légitimité. Et puis, deuxièmement, ce qui est quand même nouveau, c'est qu'on est en pleine guerre et là, il y a une colonne de chars, même si elle était minoritaire, il n'y avait pas les 20 000 hommes, il y avait quelques milliers d'hommes, tout le monde ne l'a pas suivi, évidemment. Mais en tout cas, en pleine guerre, on arrive à quelques centaines de kilomètres de la capitale d'un des pays les plus puissants au monde. Vous vous rendez compte, l'aveu de faiblesse, voire l'aveu d'échec pour Poutine, qui a créé encore une fois de toutes pièces cette marionnette. Donc c'est Pinocchio dans la version presque satanique qui échappe donc à son Geppetto. Et donc moi ce qui me frappe également, c'est que on a vraiment l'impression qu'on a limité la casse en évitant quoi? Un effet domino. Ce ralliement ou ce pseudo-ralliement de quelques militaires russes, il y avait surtout un bataillon Storm Z, si j'ai bonne mémoire, qui s'est rallié russe, donc qui s'est rallié à Wagner. Quand on voit en plus Prigojine dans la cour de ce QG opérationnel de Rostov, vous vous rappelez les images, il est en train de discuter sur un banc dans la cour avec deux officiers supérieurs, un général apparemment et un colonel. Quelle humiliation! Et ça, c'est passé également sur les réseaux sociaux russes. Et je rappelle encore une fois que l'agence TASS a diffusé certaines de ces images. Donc il y a vraiment, comment dirais-je, une volonté de noyer le poisson, certes, mais en même temps une volonté d'empêcher l'effet domino et d'empêcher pour Poutine l'effet contagion. C'est quand même là aussi une première dans son histoire personnelle depuis 20 ans de pouvoir, depuis qu'il est donc en poste au Kremlin. Nous avons été rejoints par l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et commandant suprême allié transformation de l'OTAN, Jean-Paul Paloméros. Bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui, c'est Yevgeny Prigojine qui prend la parole pendant 11 minutes, qui dit « J'ai voulu sauver Wagner, je ne suis pas un traître à la patrie et en plus, j'ai révélé des failles dans la sécurité en remontant vers Moscou. » Est-ce qu'on doit le croire? À quoi joue-t-il, Yevgeny Prigojine? Je pense que, vous en avez certainement déjà débattu, mais il a joué d'abord à sauver sa vie, à mon sens. Qu'il devait sentir un petit peu, il devait sentir que ça a commencé à chauffer, me semble-t-il. Deuxièmement, le plus surprenant vraiment dans toute cette affaire, c'est qu'il a fait des déclarations contre la guerre menée par la Russie et par M. Poutine, qui annonçait un divorce profond. C'était la première fois qu'il sortait des diatribes contre le ministère de la Défense, contre le chef des armées. Et là, d'un seul coup, on le découvre pratiquement pacifiste en disant finalement les Ukrainiens n'ont pas fait grand-chose et l'OTAN pas plus. Donc cette guerre n'en valait pas la peine, cette opération spéciale. Donc à partir de là, évidemment, tout était cassé. À mon avis, ensuite, il a mis en scène sa sortie. Il fallait qu'il sorte d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas qu'il voulait vraiment faire un coup d'État. Et il a fait un coup d'éclat quand même. La preuve, c'est qu'on en parle et qu'il a été, c'est vrai, ce qu'il dit, il a plutôt été accueilli, d'après ce qu'on a pu en voir, favorablement. Dernier élément, maintenant, la vraie question qu'il y a derrière tout ça, parce que ça ne change rien à l'état des forces sur le terrain, il faut pas ça ne change rien à la guerre en Ukraine? Non, pour moi, à ce stade. On verra si ça a des impacts sur le pouvoir, mais au contraire, ça a presque éliminé un gêneur, qui était quand même un trublion dans les affaires internes russes. La milice Wagner. Je pense que le fond, et ça nous intéresse beaucoup, nous Français, que va-t-il en advenir? Vous avez M. Prigojine qui dit c'est dissous au 1er juillet. Et vous avez de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez passé cette phrase, M. Lavrov qui dit non, Wagner va continuer.
C'est un outil de diplomatie, pratiquement d'évangélisation, si on écoute M. Lavrov, qui est très fort dans sa rhétorique également. Et donc, l'enjeu pour la Russie, c'est quand même important, parce est-ce qu'elle va continuer cette guerre hybride par milice interposée? Mais alors, il faudra que Wagner survive dans des conditions qui lui donnent une certaine autonomie et qu'elle survive à Prigojine. Ou alors, est-ce que Wagner va effectivement se dissoudre progressivement via des contrats signés par ses membres au sein de l'armée russe? Mais là, la Russie aura perdu un outil extrêmement intéressant pour elle de déstabilisation des pays. Est-ce qu'on a négocié la mise sous tutelle de Prigojine en Biélorussie, tenue par Loukachenko, et puis derrière, on se débrouille avec Wagner, alors en fait? Et petit à petit, on récupère le groupe et on dit à Prigojine, t'as la vie sauve, tu restes en Biélorussie, tu bouges plus. Je crois que bien malin est celui qui peut décrypter le jeu d'échecs qui est en train de se jouer. Je ne sais même pas si quelqu'un a les règles du jeu d'ailleurs et de la partie. Moi, je ne m'avancerai pas sur ce point. Ce qui est sûr, c'est que ça fait une tierce partie de confiance pour Poutine. Quelque chose qui permet de garder Prigojine à vue. Mais il est encore fort, du coup, Poutine, avec ce qui s'est passé ce week-end? Vous savez, ça passe, les révolutions de palais de cette nature. Il est soutenu à peu près par tout le monde, y compris ses amis chinois et autres. Et on n'a pas senti de dissidence. Il n'y a pas un discours de dissidence dans les proches de Poutine qui disent tout ça, bon, c'est Prigojine, c'est Prigojine, c'est Prigojine. Maintenant, Prigojine, c'est le mouton noir. Donc tout le monde tape dessus. D'ailleurs, il y a même la thèse selon laquelle Poutine aurait laissé faire à un moment donné Prigojine pour voir si certains dissidents allaient émerger. C'est-à-dire que ce serait un élément de purge. Il se trouve que personne n'a rejoint Prigojine, mais si d'aventure des généraux l'avaient rejoint... Il y a des généraux qui ont été quand même assez... C'est sûrement le résultat. Mais en tous les cas, dans son discours, il n'avait quand même pas l'air rassuré, Poutine, et il était dans l'urgence. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que ça peut changer effectivement le cours de la guerre? Aline Lebaille-Crémer, ce qui s'est passé, alors cette tentative de révolution de palais, en tout cas, Prigojine se défend d'avoir voulu mener un coup d'État et dit, moi j'étais là pour finalement sécuriser Wagner, et puis Loukachenko a donné des garanties, donc tout se termine sur ce plan-là. Est-ce que ça peut faire évoluer les choses sur le terrain? On a vu le président ukrainien aujourd'hui qui a été visiter ses troupes pour montrer là aussi, on est dans une bataille de communication, que du côté ukrainien, il n'y a pas de problème de guerre de clans, il y a une guerre à mener. Plusieurs choses. Pour reprendre les mots d'officiels ukrainiens, ça reste quand même une opportunité pour les Ukrainiens. Comme on aurait dit De Gaulle, il y a quand même de la discorde chez l'ennemi qui n'est pas exactement tout à fait... Donc on peut en profiter du côté ukrainien. Elle n'est pas tout à fait nouvelle. La nouveauté, c'est que tout le monde s'en rend compte et que c'est à ciel ouvert. Et les règles du jeu, ce sont celles de la pègre. En fait, on assiste à des combats de mafieux, de brutes mafieuses, qui ne comprennent que les rapports de force et les déclarations et les coups de force spectaculaires. Normalement, c'est sous le tapis et personne. Ça fait des années que ça fonctionne comme ça, on le sait. Là, ça a explosé à la face du monde et là-dessus, Poutine est très affaibli. Donc oui, c'est une opportunité pour la contre-offensive ukrainienne, ça c'est certain, parce que ça mobilise quand même là-bas un petit peu de matière grise, de ressources humaines et d'énergie qui sont mobilisées sur cette question-là. Et c'est ça de moins mobilisé à agresser et à faire des victimes civiles en Ukraine. Le devenir des mercenaires de Wagner, que vont-ils faire sur place? Mon général, justement, est-ce qu'ils vont continuer à se battre pour la Russie? Est-ce qu'il va y avoir un moment de statu quo? Je crois que chacun se déterminera en fonction de ses intérêts. Est-ce que les armées russes vont offrir aux milices de Wagner les mêmes conditions d'emploi que celles qui régnaient jusqu'à maintenant? Un mercenaire de Wagner est mieux payé qu'un soldat russe. Donc tout commence par là, on sait bien. Près de $3 000 par mois. 3 000 $ pour Wagner? Par mois, et je pense que c'est à peu près, je sais pas, peut-être 10 fois la solde d'un soldat russe. Avec un meilleur matériel en plus. Oui, enfin, c'est quand même une milice qui a été faite et construite pour mener ces opérations de déstabilisation. Ce n'est pas une armée en soi, mais c'est quand même la plupart des vétérans. C'est des gens assez aguerris quand même. Avec des méthodes sans foi ni loi ou pas? Oui, enfin, les armées russes ont montré qu'elles n'avaient pas beaucoup de foi ni loi. Ce Wagner, aussi, on dit que c'est les atrocités. En Afrique, c'est certain, oui. Alors, est-ce que la Russie va endosser ça? Ça, c'est la bonne question. Il y a le chef de Wagner aussi. L'homme, parce que Prigojine, c'est le financier. C'est le patron, c'est le financier, c'est l'homme qui est proche du pouvoir. Et puis il y a le chef exécutif,
Et lui, à qui va-t-il obéir? Que va-t-il faire? C'est la question aussi. Rappelons quand même que comme un néo-nazi, le pire des salauds. Oui, voilà. Enfin, les fondateurs de Wagner, il faut quand même rappeler que ça a été fondé, pour le coup, par de vrais néo-nazis. Oui, enfin, oui. Le personne avec des tatouages très clairs sur le torse, etc. Donc c'est quand même ça, c'est ça dont on parle, en fait. Et il ne faut pas éluder la question centrale qui est celle de l'argent. Il n'y a plus que ça comme règle en Russie. Il n'y a plus d'institutions qui fonctionnent correctement, ou si peu. C'est vraiment ça, il faut comprendre. Il voulait de l'argent. Prigojine voulait son argent. Il voulait éventuellement assurer à quelques-uns de ses proches. C'est ça qui s'est passé. Et en fait, on essaye de faire l'exégèse d'un groupe mafieux qui fonctionne à coup d'argent et c'est vraiment les codes de la pègre avec des raisonnements très cartésiens. Oui. Il n'en parle pas de l'argent dans ce message. Évidemment de que 11 non. minutes, oui. Mais en général, il faut prendre avec des pincettes tout ce que dit Prigojine. Enfin, la vérité est quand même à aller chercher au carbone 14 souvent dans ce qu'il raconte. Bon, on va justement écouter un nouvel extrait de Yevgeny Prigojine, un message audio de 11 minutes. Il ne dit pas où il est, mais il livre sa part de vérité. Nous avons commencé notre mobilisation à cause de l'injustice. En chemin, nous n'avons pas tué un seul soldat sur le terrain. En un jour, nous n'étions plus qu'à 200 km de Moscou. Nous sommes entrés dans la ville de Rostov et en avons pris le contrôle total. Les civils étaient heureux de nous voir. Nous avons donné un cours magistral sur la façon dont le 24 février 2022 aurait dû se dérouler. Nous n'avions pas pour objectif de renverser le régime en place et le gouvernement légalement élu, comme cela a été dit à maintes reprises. Nous avons fait demi-tour pour ne pas verser le sang des soldats russes. Voilà la part de vérité de Yevgeny Prigojine qui se défend d'avoir vouloir tenter un coup d'État. Message audio de 11 minutes, enregistré, diffusé depuis on ne sait où.